bienvenue. Voilà, le samedi, le rendez-vous hebdomadaire à 18h30, pas de blabla, avec des chroniqueurs que vous reconnaissez, que vous connaissez, qui sont là, qui m'accompagnent toutes les semaines. On va parler de deux sujets intéressants aujourd'hui, comme toujours, des sujets qui vont faire sans doute débat, où il va y avoir des arguments de part et d'autre. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur tout, comme je dis tout le temps, mais le principal, c'est de débattre et de partager, de confronter ses idées. Voilà le principe de l'émission. Rappelez-vous, on s'abonne, on met un j'aime, on partage, c'est important pour la chaîne, c'est important pour nous, c'est important aussi pour les chroniqueurs. Je pense que les sujets qu'on aborde sont intéressants et il faut que tout le monde se saisisse de ces débats qu'on partage avec vous hebdomadairement sur la chaîne Fréquence Populaire Média. On va commencer donc avec le premier sujet. Et ensuite, vous commencerez. Alors, Nicolas, sans doute que tu nous feras un petit peu l'historique sur le premier sujet. D'ailleurs, le premier sujet, on va de suite le mettre à l'écran. Voilà, le premier sujet, il est d'actualité, malheureusement. Une actualité, on va dire riche, mais qui malheureusement, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, même des décennies, on pourrait en parler, en reparler. Tu vas nous faire l'historique, Nicolas. Oui. Est triste. Donc, Nakba à Gaza, d'hier à aujourd'hui. Un sujet lourd, un sujet d'actualité et un sujet, je pense, qui va faire débat. Tout à fait. Nicolas, si tu peux nous faire un petit peu l'historique, s'il te plaît, par rapport à ce sujet-là. Alors, Sébastien Khalid, j'ai beaucoup travaillé. Il faut savoir que je ne suis ni un géopoliticien de formation, ni un historien. Donc, j'ai beaucoup travaillé hier après-midi sur l'origine de ce conflit, de ces tensions. J'aimerais également dire à Khalid, qui est dans le milieu social, qu'on pourrait, à partir de ces informations que nous allons donner, délivrer un message de paix pour la jeunesse dans notre pays, afin de dire à cette jeunesse qu'il ne faut pas qu'il soit instrumentalisé par les mouvements d'extrême droite ou d'extrême gauche. L'histoire que j'ai pu originelle de ce conflit est riche d'informations, et je pense qu'on a un devoir de transmission. Alors je vais commencer, bien sûr, Nakba, Sébastien, Nakba. Nakba, c'est une contextualisation, c'est un concept qui a été émis par un intellectuel syrien, qui est donc Constantin Zurek. D'ailleurs, la petite, entre guillemets, je crois que ça veut dire catastrophe, ça veut dire... Je vais y venir. Non, mais je vais y venir. Non, parce que c'est important, parce que souvent, les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, je regarde... Je vais le définir. Donc, il a fait des études, une synthèse, qu'on peut retrouver aujourd'hui archivée à l'université américaine de Beyrouth. Donc, ce sont des documents officiels, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une idéologie, c'est un concept, c'est Nakba. En fait, on parle de Nakba, il a voulu parler de Nakba, c'est un terme littéral arabisant qui nous amène à l'issue de la première guerre israélo-arabe de 1948. Que s'est-il passé, tu vas me dire, dans cette guerre en 1948, première guerre très importante sur le territoire palestinien, nous avons eu un exode massif de populations palestiniennes qui ont été obligées de quitter leurs terres. On estime entre 700 000 et 900 000 familles qui ont été détruites, qui ont été obligées donc de partir à l'issue de cette guerre que Israël a gagnée, et ça a été une catastrophe humanitaire. C'est ça, Nakba. C'est une catastrophe humanitaire. C'est un cataclysme social, c'est un cataclysme familial, c'est le premier événement clé de l'histoire de ce conflit après 1948. D'accord. Donc 1948, on va dire, c'est le plus gros, enfin c'est le début, le premier gros exode. Et c'est fort quand même de le dire là. Tu me diras si je me trompe, mais 1948, on est en 2025. Voilà. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant de reprendre l'historique pour nos jeunes générations qui ne savent pas forcément, des gens qui ne
qui ne sont pas non plus férus d'histoire, mais qui sont sensibilisés par le sujet, c'est important de reprendre, c'est parce que vous imaginez... Il faut transmettre à notre jeunesse. Voilà. On parle de 1948 et on est en 2025. Voilà. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en 1948, tout à fait. On n'a pas évolué d'un iota. Par contre, les populations, les enfants, les gens qui n'ont rien demandé, malheureusement, ils sont toujours, on va dire, tout à fait, mis sur le devant de la scène. Ils ne demandent rien à personne. Ils sont en difficulté. Aujourd'hui, je mets entre parenthèses, mais c'est important de le dire, plus de médicaments, pas de nourriture. Tout à fait. Vous savez, la vie d'un enfant, quel qu'il soit palestinien, qu'il soit ukrainien, qu'il soit français, elle n'a pas de prix. Et moi, je ne comprends pas comment les grands de ce monde nous parlent d'économie, de développement, de terre, pas de terre. Je crois que, fraîchement, honnêtement, ils ne sont pas à la hauteur. Là, on parle de vie humaine. Oui. Et on parle d'enfants. Tout à fait. Moi, qu'il soit palestinien, ukrainien, français, ce que vous voulez, un enfant, ça n'a pas de prix. Mais Sébastien, quand tu fais le bilan depuis 1948 de ce conflit, de ces tensions dans cette région, c'est une catastrophe humanitaire pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Hein. Ouais. Des morts, des blessés, des guerres à répétition, des conflits. C'est ce que j'ai découvert, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dessus. C'est édifiant. Hein. Oui, et on a le sentiment, d'ailleurs, hier soir, on en parlait juste avant de commencer l'émission, là, maintenant, on en parlait hier soir, ou avant-hier soir, je ne sais plus, il y a des infos qui sont arrivées, en disant que Israël condamnait la position de Paris, de Londres, d'Ottawa aussi, j'ai vu, parce que maintenant, ils disent que peut-être l'État israélien va trop loin. Mais on parle de choses qui sont folles quand même, quand on réfléchit 2 minutes. Ce qui se passe là-bas aurait dû être condamné, ça fait longtemps. Et on arrive, moi quand je vois maintenant les vidéos, les reportages de gens qui sont sur place, il n'y a plus rien. C'est anéanti. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'Ukraine, on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on arrive, c'est déjà trop tard en Palestine. C'est-à-dire on essaie d'avoir une position aussi aujourd'hui qui, bon, on a changé notre position, parce qu'il faut rappeler que la France au départ n'était pas si claire. On en a parlé la semaine dernière, justement. Voilà. Ouais. Donc là, maintenant, ça se précise. Mais tant mieux, c'est un grand pas, tant mieux. Mais si le gouvernement se rend compte que l'État israélien va trop loin, c'est bien. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce que c'est des enfants et des personnes qui meurent tous les jours. Je pense qu'il faut il faut mettre une ligne entre le gouvernement de M. Netanyahou et le peuple israélien. Parce que en Israël, je pense qu'il y a une opposition interne assez forte à M. Netanyahou qu'on n'entend pas. Donc il faut espérer que dans l'avenir, les politiques changent à la tête de l'État d'Israël. Ouais. Avec un autre prisme géopolitique. Alors, c'est pour ça que c'est très important de vraiment parler du début, vraiment du début. Voilà. Parce que sinon, on s'y perd. On parle de nouvelle génération, les jeunes qui viennent arriver et puis qui voient ce conflit d'un autre œil. Il y a eu aussi cette colonisation qui a été faite en Algérie. Et il y a eu un peu cet exode. Parce qu'il y a des Algériens aussi qui sont là-bas en Palestine. Gaza, c'est un problème, mais c'est une partie du problème. Voilà, on parle plus souvent de Gaza parce que Gaza est on va dire, c'est très important pour eux d'avoir Gaza parce que il y a une partie d'aqueduc, il y a une partie qui est très importante en fait. Tu veux dire économiquement parlant, développement? Oui. C'est un peu aussi peut-être une symbolique quand même, Gaza aussi. Alors aujourd'hui, comment dire, là aujourd'hui ils sont passés à un autre cap qui est très très qui est trop gros en fait, trop gros pour nous. À la base, ce peuple juif est parti dans cette zone pour quelque chose. Et cette chose, c'était l'antisémitisme qu'ils ont subi ici en Europe, qui était très important parce que si on ne le dit pas, on ne le comprend pas. Je vais y revenir. C'est exact. Je pense que c'est très important parce que si on n'en parle pas, parce qu'aujourd'hui en France on parle beaucoup
La droite, on va parler d'antisémites. À gauche, on va dire anti-sionistes, mais pas antisémites. Ils sont un peu tranchés entre les deux, mais sans prendre position. Ouais. Je pense que c'est important. Et Oui. sur la suite, si vous pouvez... Alors, l'historique, je vais revenir. On revient donc sur la Nakba. J'en ai fait une définition assez clarifiée, quoi. Je veux dire, voilà, la catastrophe humanitaire, Constantin Zurek. Donc, ça, c'est la Nakba, donc l'exode massif à partir de 48. Mais il faut revenir sur des dates Intérieur. précédentes. Ouais. Je vais arriver à 1880. 1880, c'est la naissance du sionisme. Alors, qu'est-ce que c'est le sionisme? Ça, c'est une très bonne question parce qu'on l'entend souvent. Notre jeunesse Bien sûr. utilise ce terme, mais ne sait pas ce que c'est. Donc j'espère que ça leur Ou peut-être certains le savent, mais peut-être pas tous. Pas tous. Exactement. C'est un mouvement politique et religieux qui a été créé donc en 1880 pour rassembler les Juifs du monde, la diaspora. Ça, c'est le premier acte, c'est la naissance du sionisme. Ce qui était de toute manière une bonne chose. Il est normal que les gens puissent se reconnaître dans des mouvements religieux et politiques. C'est tout à fait logique. Et c'est une démarche tout à fait louable. Et nous arrivons ensuite en 1896. Deuxième fait, c'est Theodor Herzl, qui est un journaliste austro-hongrois, qui va publier un ouvrage qui s'appelle L'État juif. Et il va, à partir de là, il va lancer une grande perspective, c'est de créer une organisation afin de rassembler les Juifs du monde. Nous sommes donc à la fin du XIXe siècle et nous avons, l'histoire nous dit que nous avons à peu près 85 000, 90 000 Juifs dans le monde qui vont donc s'agglomérer à partir de 1896. En tout cas, c'est ce qu'il a souhaité. Alors, on va maintenant arriver à la Première Guerre mondiale, sur la période 1917-1920. 1917-1920, et c'est là, ça c'est une date très importante, c'est la conquête britannique sur le territoire palestinien qui arrive et qui met fin à 4 siècles de domination ottomane. Donc les colons britanniques, l'administration britannique prend place. Que se passe-t-il? Le Premier ministre anglais donne son accord pour créer le premier foyer national juif. Donc on est sur cette période 1917-1920. 1917, Premier ministre anglais, Lord Balfour. Et c'est historiquement la déclaration de Lord Balfour, historiquement on appelle ça la déclaration de Balfour, qui annonce la création d'un État juif dans une perspective proche, toujours sur cette période 1917-1920. 1920, les Britanniques obtiennent un mandat international de la Société des Nations afin de créer et de gérer la Palestine. Alors la Société des Nations, il faut quand même revenir un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies qui a été créée en 1919 à la fin de la Première Guerre mondiale, qui va être dissoute en 1946 quand l'Organisation des Nations Unies va être créée. Ouais. Et donc cette Société des Nations a pour but d'assurer des relations entre donc, pays européens, bilatérales, unilatérales, dans un but de promouvoir la paix. Donc à partir de là, notre administration britannique a donc mandat officiel pour la Palestine, pour la gérer. On a à cette période-là beaucoup d'immigration de Juifs venant de Russie, de Pologne, d'Algérie.
Les colons, Ce que les disait tout colons, à l'heure. voilà. Les colons juifs donc se structurent. Ils se structurent à l'intérieur du mandat qu'ils ont, que l'administration britannique a de la Société des Nations. Ils commencent à donc créer leur propre armée, leur radio, leur école, leur université et leur système de santé. Et que se passe-t-il dans cette période? Les nationalismes, bien sûr, commencent à naître. Tu comprends bien que le nationalisme entre juifs et arabes commence à cette période-là à s'exacerber, et la population arabe commence à poser des questions, et notamment sur et se dit mais nous ne sommes pas consultés, nous avons de plus en plus de gens juifs qui viennent sur la Palestine, et nous avons un souci avec cela. Alors, maintenant, je pense qu'il faut également donc avancer dans le temps, et nous arrivons à une deuxième date qui est très importante, c'est la Deuxième Guerre mondiale, Oui. Et 1945. 1945, la Shoah, j'ai pas de mots, extermination massive planifiée par le régime nazi. Je vais éviter de citer Oui, bien qui sûr. était à la tête, parce que Oui, sinon notre Ça ferait de la et publicité. puis YouTube, je pense, sanctionnera. On sait de qui on parle. Que se passe-t-il à cette période-là? Extermination massive, planifiée, destruction de tout un peuple par une volonté politique exacerbée. Nous avons 7 millions de victimes, Ouais, atrocité, un dramatique. drame. Et on estime que nous avons à peu près 300 000 rescapés de cette Choix. Shoah. Et à partir de là, donc, ce qu'il se passe, c'est que en 47, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc après la Shoah, l'Organisation des Nations Unies étant maintenant en place depuis 1946, est alertée par l'administration britannique et l'ONU, enfin les Britanniques, pardon, excusez-moi, parce que je me perds des fois hein, dans le fil. Non, mais on suit très bien. On te dira si jamais il y a quelque chose qui va pas. L'administration britannique informe l'ONU que la situation sur le territoire palestinien devient ingérable. On est en 1947. L'Organisation des Nations Unies annonce un plan de partage des territoires. C'est une date clé. C'est une date clé, et l'ONU, bien sûr, indique à l'administration britannique qu'elle va donc demander un plan de partage avec son aide, bien sûr, politique. Que se passe-t-il? Nous arrivons donc à des négociations intenses, et l'ONU donc affirme le partage de la Palestine en 2 États indépendants, un État juif, un État arabe, et l'ONU demande à ce que Jérusalem-Est soit placé sous mandat international, contrôlé par l'Organisation des Nations Unies. L'exacerbation des populations et les nationalismes étant vivaces, nous arrivons donc en 48. Et malheureusement, à la catastrophe. En 48, où nous avons bien sûr la première guerre israélo-arabe, où bien sûr les pays arabes, qui est une ligue de 13 pays, Jordanie, Égypte, nous avons le Yémen, nous avons le Soudan, nous avons tous ces pays-là. Et donc là, nous arrivons à la première date clé qui nous amènera à la définition de la Nakba, si vous voulez dire un mot. Oui, mais Khalid, si tu veux dire quelque chose sur cette question-là, ou si tu as d'autres choses à dire, parce que je pense que là, au niveau historique, on a bien expliqué. J'espère, hein, j'espère que j'ai... Et malheureusement, je vais vous dire, là, de la date que tu annonces, le premier exode, 1948 à 2025, on a eu sans cesse des crises, sans cesse malheureusement des guerres, sans cesse des conflits. Tout à fait. Et on n'a pas avancé sur un iota sur cette question-là. Et moi, j'en veux beaucoup quand même aux gens qui ont dirigé les États
qui soit dans le monde entier. Parce que à un moment donné, parce qu'on pourrait croire qu'aujourd'hui, ça a commencé il y a 1 an et demi, ce conflit. Vous imaginez dans Tout à le fait, temps, tout à fait, tout à fait. mais les générations entières. Oui, Et tout à fait. puis, après, ils nous disent, oui, on va essayer de se mettre autour de la table, on va essayer de... Mais vous imaginez les générations qu'ils ont perdues, les enfants qu'ils ont perdus, tout à fait. les oncles, les tantes, les parents qu'ils ont perdus. Oui. Et on a laissé faire ça pendant 60-70 ans. C'est assez compliqué parce qu'on a commencé avec ce contexte colonial de mettre des gens à parté et ensuite aujourd'hui de se dire ben, où c'est qu'on va les mettre. C'est très compliqué. Tout à fait. Donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne se sent un peu concernée par rapport à cet exode. Et généralement, ce sont les piliers principaux qui soutiennent, en fait, le peuple juif qui est là-bas présent, puisque on ne saurait pas où les mettre après. Oui, en fait. et juste pour rappeler aussi que la France, quand même, au niveau européen, est le premier pays où il y a eu le plus de présence de la communauté juive. Oui. Je crois que c'est le premier pays européen. Toujours. Ouais, c'est toujours. Hein. Donc oui, bien sûr que la France a son mot à dire, a aussi certainement des responsabilités dans tout ce qui a pu se passer ces dizaines d'années. Et moi, sur le fond, hein, vous imaginez ce qu'ont subi ce peuple juif, la Shoah. Et aujourd'hui, ce que subit les Arabes de Palestine. Tout à fait. J'arrive pas à comprendre, moi, à un moment donné, et c'est pour ça qu'on le dit, mais il faut bien le dire. Tous les Israéliens ne sont pas derrière leur président. Ouais. Il y a des manifestations, il y a des voix qui s'élèvent. C'est difficile de le faire, mais il y en a qui le font. Parce que je pense que dans le pays, quand on a une position contraire aux sionistes, au président israélien, ça doit être compliqué aussi. Hein. Je suis pas sûr que la démocratie est à tout va là-bas hein, sur ces questions-là. Ça doit être compliqué. Compliqué. Donc, vous imaginez, ces deux peuples, en fait, finalement, ceux qu'ils ont subi et ceux qui subissent encore, c'est une catastrophe. Je pense que c'est la première problématique aujourd'hui au monde qu'il faut régler parce que pourquoi? Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait monter des tensions internationales. Alors, justement, pour revenir en 48, pour avoir, parce que c'est une date clé quand même, en mai 48, il y a la fin du mandat britannique, hein, donc la guerre arrive. David Ben Gourion, qui est le président du Conseil national juif de l'époque, annonce l'indépendance de l'État d'Israël et il demande donc officiellement, il fait une politique de retour des Juifs sur le territoire. Donc il demande à la diaspora de rentrer en Palestine, en Israël, puisque donc c'est la déclaration d'indépendance. Démographiquement, qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Parce que j'ai oublié de le dire. Nous avons 1 200 000 Arabes sur place et nous avons 650 000 Juifs sur place en 48. La population arabe prend cela comme un affront. Historiquement, hein, je parle. Parce que tout ce que je dis, bien sûr, est classifié. Voilà, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont des orientalistes. La première guerre israélo-arabe, donc, en 48, nous amène à cette fameuse ligne de démarcation qui va être mise en place jusqu'en 1967. 1967, date clé, la guerre des 6 jours. Alors, pour moi, là aujourd'hui, on parlait de guerre entre deux peuples. On se sent concerné, on se sent tous concernés puisqu'il y a un peu de tout en fait là-dedans, que ce soit les Allemands, les Anglais, les Algériens qu'on parlait tout à l'heure qui ont fait l'exode en 1800. On se sent tous concernés. Il y en a qui se sentent concernés par rapport à la francophonie. Tous les pays qui ont été colonisés vivent ça comme un retour en arrière pour la plupart. C'est pour ça que c'est dur à accepter pour ce qui a déjà été passé et pour les pays qui ont et qui aident toujours, qui financent toujours ces guerres, c'est compliqué d'effacer en fait. On peut pas effacer ce qui s'est passé. Et je trouve que voilà, il y a des peuples qui subissent. C'est très difficile d'en parler en fait. C'est pas facile. Ah, c'est compliqué, hein? C'est pas facile, mais ce qu'il faut comprendre,
c'est voir qui est derrière ces guerres, parce que les armes, on les trouve pas, on les fait pas pousser. Et C'est vrai, c'est une vraie Tout à fait. question. C'est une vraie question que tu soulèves d'ailleurs, sur la Tout à question fait. des armes. donc voilà. Et puis après, il y a une culpabilité aussi, et je répète aussi, lorsqu'on parle de racisme, on parle beaucoup d'Allemagne, malheureusement, de ce qui s'est passé avant, puisque, puisque, je vais donner l'exemple de la France, puisqu'on est français, on a combattu ce racisme euh, avec des colonies, faut le dire. Et C'est du vrai. coup, on sort du racisme, puisque le racisme, c'est que ce que eux font, et pas ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on essaie d'effacer tout ça. On est vachement ancré sur le passé pour essayer peut-être de pardonner, peut-être. Et pour beaucoup, beaucoup de colonies françaises, le fait de combattre égal à égal à côté de Français, ça permettait aussi de les rendre un peu plus français, en fait. Pour eux, c'était de la reconnaissance aussi. C'était aussi de la reconnaissance. Donc là, aujourd'hui, là, ce qui se passe, tout le monde est concerné. Moi, j'ai du mal à en parler parce que c'est, comme je dis, c'est travail d'historien, tout ça. Il y a des choses aussi dans les deux camps. Oui, c'est complexe et à la fois passionnant. C'est, Oui, c'est oui. et la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça va se terminer. Mais je pense que s'il y a moins de moyens qui est donné pour les armes et tout ce qui suit, Oui. le conflit ne peut pas continuer. Et Non. là, ils sont obligés de discuter. Oui, non, mais là où c'est que vous avez entièrement raison. C'est que le conflit, il est ce qu'il est. C'est malheureux. Il faut que ça s'arrête. Comme on dit, des vies, on peut pas continuer comme ça. Et ça fait trop longtemps que ça dure. À un moment donné, il faut dire stop. Mais comment on pourrait dire stop? Parce qu'on oublie de le dire. Qui c'est qui vend les armes? Comment aujourd'hui ces pays, alors d'un côté, on va dire, on veut arrêter la guerre, mais peut-être que les pays qui disent ça, c'est les premiers qui vendent des armes, sous prétexte de se protéger. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et la vraie question, et ça c'est un vrai débat qu'il faudrait qu'on ait plus tard. Donc là, on va dire effreulé, enfin, on a commencé à aborder le sujet. Peut-être qu'il faudra l'approfondir sur la question des armes. Peut-être c'est un vrai sujet à débattre sur. Aujourd'hui, qui c'est qui fournit les armes à différents pays où il y a des conflits? Parce que pourquoi? Je suis désolé de vous le dire. Ces pays-là se font de l'argent sur le malheur et le massacre des gens. Tout à fait. Et en même temps, ils vont nous faire presque même des leçons de morale sur ce conflit-là. Il faut qu'il s'arrête. Tout à fait. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et peut-être, je ne sais pas que la semaine prochaine, il faudrait qu'on fasse un point justement sur les pays qui fournissent les armes, que ça soit Tout à fait. sur le conflit ukrainien Tu as entièrement raison. et sur le conflit israélien-palestinien. Et on verra en même temps si c'est pas ces mêmes pays-là, des fois, qui nous font des leçons de morale en nous disant il faut que la guerre cesse. Tout à fait. Sur ce sujet, si vous avez quelque chose à rajouter, vous avez 30 secondes. 30 secondes sur le sujet. Ah, alors, 30 secondes, j'ai tellement de choses à dire que je n'aurai pas les... Non, mais après, je pense que la semaine prochaine, on Voilà, peut parce que aborder sur les nous avons questions. des dates clés. Nous avons la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Nous avons également les années 80 avec François Mitterrand. Nous avons les accords d'Oslo. Nous avons les accords de Camp David. Nous avons les accords de Paris. Nous avons... c'est passionnant, en fait. Non, mais c'est passionnant. Donc, mais en même temps, Nicolas, ce qu'on peut dire, voilà. c'est qu'il y en a eu des accords, il y a eu des traités signés, mais on n'a pas avancé d'un iota sur ces questions-là. Mais je vais te dire, je suis peut-être... pour moi, l'avancée principale, c'est les accords de Paris qui se sont déroulés après les accords de Camp David en 2000, quand le ministre des Affaires étrangères à cette époque-là s'appelait Hubert Védrine. Jacques Chirac était à la présidence. Oui, après c'était un autre. Et on a eu la chance Jacques Chirac a été en fait adoubé par... C'est dur en parler. Mais Nicolas, merci. Je crois aussi, Khalid, qu'on a fini sur la question, enfin fini, entre guillemets, aujourd'hui, sur la question de Gaza et de ce conflit. Et on va passer au sujet suivant. On va le découvrir ensemble. Écoutez, merci beaucoup. Et Nicolas, merci à toi. Pour l'autre sujet, on reçoit un invité, donc du coup, tu seras là avec nous la semaine prochaine. Tout à fait. On te remercie parce que tout l'historique que tu as pu nous retracer, très intéressant, très intéressant. Et j'espère que ça éclairera les personnes qui nous regardent. Oui, j'espère que ça va vous aider aussi dans la compréhension et surtout vous faire voir que ce conflit n'est pas né d'hier.
Justement, le titre était justement un peu provocateur pour justement reprendre tout l'historique. Écoutez, on va passer au second sujet. Je vous remercie et continuez à nous suivre pour le second sujet. Merci. Merci à vous.